Salut à tous et bienvenue dans cet échange avec Thomas de Training Therapy où on va parler de blessures, de retour de blessures et principalement dans le milieu des sports de force et de la force athlétique. Donc écoute Thomas, je te laisse te présenter et puis ensuite on pourra échanger sur tout ça. Et bah, si déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours cool de venir parler de choses, j'allais dire qu'on aime, mais je sais pas si j'aime la blessure. Ce serait bizarre de dire ça, mais de choses par lesquelles on est passionné, on va dire. Donc, bah, je m'appelle Thomas, comme tu as dit, je suis kiné du sport, préparateur physique, et je suis un des deux fondateurs de Training Therapy, qui est une société où on a digitalisé, si on peut dire ça, la kinésithérapie pour voilà, aider des personnes un petit peu partout en France, en francophonie et dans le monde à distance avec des réhab à distance et on forme aussi les professionnels de santé et les professionnels du sport à la manière dont on fonctionne un petit peu, donc sur les sujets clés qu'on maîtrise, on va dire, parce que voilà, on maîtrise pas tout, loin de là, mais il y a certaines parties du corps humain qu'on maîtrise plutôt bien sur certains sports. Donc voilà, pour faire le bref résumé de ce que je fais et de qui je suis. Ok, bah, en tout cas je suis trop contente de t'accueillir ici. Puisque bah, moi, je fais des réathlétisations, je suis pas kiné, mais je travaille beaucoup avec des athlètes qui sortent de leurs blessures, qui sortent de leur suivi avec kiné, médecin, machin, ostéo. Et du coup, je m'occupe de les remettre, entre guillemets, sur le terrain, sur les plateaux. Et moi, je travaille beaucoup avec, alors pas que, mais je travaille beaucoup avec tout ce qui est neurofonctionnel, la respiration. Et du coup, on fait pas vraiment, bah, on fait pas du tout en fait le même travail puisque toi, t'es kiné et tout. Et c'était cool du coup d'avoir ton vécu un peu sur ça. Et je voulais savoir, parce que je sais que tu travailles aussi avec enfin, tu travailles avec plein de monde, notamment des athlètes de force. Et c'est quoi, toi, les blessures que tu rencontres le plus souvent chez les athlètes de force athlétique? Alors, Power, en premier, je vais te dire le dos. Ok. En termes de fréquence, hein, en réalité. Après, tu vois, ça dépend toujours, hein, mais on est toujours biaisé par notre pratique, mais la plupart du temps, je vais te dire le dos. Dos-hanche. Hanche, ça pose vraiment pas mal de soucis chez les forceux. Et après, épaule, euh, ouais, plutôt dans ce sens-là. Donc, lombaire, hanche, épaule. Ok, et c'est plutôt des gens qui vont venir te voir parce qu'ils ont des petites douleurs sans qu'il y ait de grosses lésions ou... Ben, en fait, tu vois, moi, là, quand tu me parles de lésions, tu sais, je vais m'adresser un peu aux gens qui écoutent ça, hein. Donc, en réalité, quand les gens, tu leur parles de lésions, eux, ils vont voir vraiment un tissu qui est abîmé, tu vois, ou vraiment bah, une lésion par définition. En vrai, déjà, l'intensité de la douleur n'est pas corrélée à l'importance de la lésion. Donc, des fois, ils ont archi mal, il n'y a pas de lésion. Des fois, il y a une vraie lésion et ils ont pas mal, tu vois. Ce qui est plus rare, hein, évidemment. Je te montre des extrêmes. Mais en réalité, si je devais répondre à ta question, parce que j'ai bien compris ta question, mais c'est plutôt des gens qui viennent parce qu'ils sont limités dans leur pratique. Ils viennent pas en amont. Tu vois, il y a personne qui fait ça. Enfin, sauf des athlètes vraiment ultra intelligents, ultra réfléchis, qui veulent mettre toutes les chances de leur côté. Mais il y a très peu de personnes qui viennent me voir parce qu'ils commencent à avoir une toute petite gêne. Non, ils viennent déjà quand c'est un peu trop tard, entre guillemets, c'est jamais trop tard parce qu'on arrive à traiter le problème. Mais ils attendent, ils essayent des choses, ils essayent peut-être un kiné en présentiel avant, ils essayent peut-être des thérapies alternatives, des médicaments, etc. Et une fois que rien n'a fonctionné, ils viennent nous voir. Tu vois, nous, on a un peu la dernière chance, on va dire. Hmm, ok, je vois. Ok, et est-ce que tu retrouves beaucoup on va dire, de pathologies sur lesquelles tu peux poser des mots, même si tout est un peu lié, mais est-ce que, par exemple, les tendinopathies, c'est un truc que tu retrouves beaucoup, les LMA, enfin les déchirures, c'est un truc que tu retrouves beaucoup, ou pas forcément? Alors, les LMA, je t'avoue, c'est rare, en vrai, dans les sports de force, hein, je te parle, hein. Mhm. C'est assez rare. Enfin, pour moi, hein. Dans ma pratique, c'est assez rare. Encore une fois, tu es forcément biaisé par ta pratique. Donc, des fois, genre, je dis n'importe quoi, tu es spécialiste des LMA. C'est sûr, tu vas avoir beaucoup de LMA parce que les gens vont venir te voir que pour ça. Donc, en vrai, moi, j'en vois peu. Ça peut arriver, hein, mais il y en a quand même un peu moins que le reste. Tendinopathie, oui, beaucoup, parce que souvent, c'est de la sursollicitation. Tu vois, donc c'est des tendinopathies soit réactives, soit un peu plus avancées. Et sinon, ouais, sinon c'est plus des problématiques entre guillemets articulaires, comme voilà, des syndromes fémoro-acétabulaires. Anciennement, on appelait ça conflit au niveau de la hanche.
Sinon, des espèces de discopathie lombaire, etc. Tu vois, ce genre de choses. Donc, en réalité, sur l'épaule, j'ai plus te dire tendinopathie, même si c'est ultra large et que c'est très difficile de savoir exactement quel est le problème. Au niveau du dos, c'est souvent un problème discal ou facétaire, mais la plupart du temps, c'est quand même discal, hein, on va pas se mentir. Et au niveau de la hanche, c'est plutôt conflictuel, entre guillemets, même si j'aime, encore une fois, pas trop ce terme. Tu vois, c'est toujours dur de mettre des mots qui expliquent biomécaniquement la pathologie, parce qu'aujourd'hui, on sait vraiment que c'est difficile d'expliquer pourquoi la personne a mal. C'est pas difficile de la traiter parce que quand tu raisonnes bien, c'est OK, tu vois, tu vas avoir des clés, tu vas avoir vraiment la capacité de faire le taf de ton côté, mais expliquer ce qui fait mal de manière ultra précise, c'est extrêmement compliqué parce que tout est imbriqué, et voilà, tu as tous les tissus qui fusionnent plus ou moins les uns les autres, et du coup, dès qu'il y en a un qui se met en tension, par tenségrité, il met en tension les autres aussi. Donc, c'est compliqué vraiment de savoir quel tissu fait mal. On a des idées, mais on n'est jamais sûr à 100%. Ouais, c'est Donc, clair. voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Et en plus, tout ce qui est neurostress, ça joue beaucoup. Des fois, tu peux avoir Bien sûr, une imagerie évidemment. dégueulasse et puis tu n'as aucune douleur, ou tu peux avoir une imagerie super propre et des grosses douleurs. Donc, ça veut plus ou moins tout et rien dire, tu vois. Bah, bien sûr, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, évidemment, mais la douleur, par définition, c'est une interprétation du cerveau. Donc, il y a tout le côté neuro qui est ultra important. Si ton système nerveux, il est ultra sensible, entre guillemets, parce que les voies d'inhibition, les voies d'exagération de la douleur bug quelque part, bah, tu peux interpréter de la douleur plus fort Parce- que l'atteinte structurelle qu'il y a, tu vois. Donc, ouais, Ouais. évidemment, ça joue. Et est-ce que tu vois une différence entre les athlètes de haut niveau qui viennent te voir, ou en tout cas qui recherchent la performance comme telle, tu vois, et les athlètes qui débutent un petit peu? Est-ce que tu vois une différence dans les blessures qu'ils peuvent avoir, dans les douleurs qu'ils peuvent avoir? Ou en tout cas dans l'arrivée de leur blessure, de leur gêne? Bonne question. Ça reste similaire. Je vois la différence que je vois, c'est surtout dans la rigueur de suivi de la prise en charge. Tu vois, ceux qui veulent vraiment perfer, pas forcément professionnel, parce que c'est pas un sport où il y a beaucoup de pros déjà, premièrement. Professionnel, c'est-à-dire que tu gagnes ta vie avec. Mais ceux-là, ils veulent vraiment perfer, et ils sont prêts à tout pour perfer. Du coup, ils écoutent vraiment ce qu'on leur dit. Parfois, c'est pas tout le temps, hein, mais parfois, chez les débutants, c'est un peu plus en dilettante, mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Et sinon, non, franchement, dans le style de blessure, je vois pas tant de différence que ça. Euh, non, franchement, j'essaie de réfléchir, mais je vois pas trop de diff. Ok. Et est-ce que tu as plus d'une population qui viendrait te voir qu'une autre? C'est-à-dire que, tu vois, on a tendance souvent à dire que le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé, et ce qui est complètement vrai. Moi, je suis OK avec ça. Carrément. Et on a tendance à penser que dans le sport de haut niveau, en fait, on se blesse plus que sur les sportifs qui vont être débutants. Et moi, je suis moins Mhm. d'accord parce que, alors c'est vrai, tu exposes ton corps à beaucoup plus de contraintes, machin. Faire 3 squats dans la semaine à 300 kilos, c'est pas santé, tu vois. Tu exposes ton corps à des contraintes de ouf. Mais par contre, ce que je constate, en tout cas moi, en réathlé avec les athlètes de force que je suis, c'est que souvent, les athlètes qui débutent, ils n'ont aucune progressivité, ils n'ont aucune gestion du volume, de l'intensité, et on pourrait avoir tendance à se dire, ils débutent, ils commencent, du coup, ils se blessent moins. Mais en fait, souvent, c'est les athlètes qui débutent, en tout cas dans mon travail, je vois qu'ils se blessent plus que des athlètes de haut niveau, tu vois, parce qu'ils font les choses vraiment au feeling, sans aucun suivi et tout. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, est-ce que tu constates ce truc de, au final, c'est les athlètes loisirs débutants qui se blessent plus que les avancés, ou pas? C'est difficile de te répondre parce que j'ai pas beaucoup de débutants en réalité en suivi. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'y réfléchissais pendant que tu me posais la question. J'ai l'impression que, tu sais, les gens pensent que ce qu'on fait, c'est ultra élitiste et qu'il faut avoir un gros niveau pour venir nous voir, alors que pas du tout, en réalité. Et du coup, ce serait difficile de te répondre, mais il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est le fait que déjà, dans le power, dans la force, il y a quelque chose qui est très bien géré, c'est justement toute cette progressivité, parce que vous travaillez tous par bloc. En vrai, le power en soi, en termes de programmation, enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'est la réalité. C'est pas ultra complexe. Faites des blocs, tout le temps la même chose, enfin tout le temps la même chose sur genre 8 semaines. On augmente un tout petit peu le poids,
Peut-être on augmente un tout petit peu les reps, ou on diminue les reps et on augmente le poids, mais il n'y a pas 1 milliard de choses qui vont changer. Du coup, c'est pas aléatoire. Tu vois, c'est archi précis, etc. Et forcément, la progressivité, elle est plutôt bien gérée, du moins par les gens qui savent bien s'entraîner. Du coup, sur cette idée de surcharge progressive, généralement, effectivement, chez les athlètes avancés, on est bon. Peut-être que chez les plus débutants, ils font un peu plus n'importe quoi, entre guillemets. Et effectivement, ce côté-là, il est moins bien géré. Du coup, toi, tu as plus de facteurs sur lesquels jouer avec eux. Tu vas essayer de mieux gérer leur charge d'entraînement. Tu vas essayer de leur mettre de la réhab vraiment poussée, etc. Alors que chez les athlètes un peu plus avancés, tu vas moins gérer cette charge d'entraînement parce que généralement, elle est bien gérée dans le power, hein. Je parle bien du power parce que justement, ça fonctionne par bloc et parce que c'est quand même assez linéaire en soi la plupart du temps. Je ne suis pas du tout un spécialiste des procs de force, mais pour moi, d'extérieur, ça me semble quand même vachement linéaire, entre guillemets. Et du coup, forcément, la charge d'entraînement, elle est bien gérée. Si je te compare à un crossfitter, rien à voir parce que c'est pas du tout linéaire pour le coup et c'est en dents de scie par définition en soi. Et du coup, c'est un peu plus complexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Et comment tu sais, parce que ça, c'est des trucs qu'on me demande souvent beaucoup, donc je te pose la question aussi, ça va être intéressant d'avoir ton vécu sur ça. Comment est-ce que tu gères, toi, le retour sur le terrain de ton athlète? Enfin, si déjà il arrête complètement de s'entraîner, mais je pense pas, à moins qu'il ait les quatre membres dans le plâtre, tu vois. Mais comment tu gères la réhab et le retour vers la performance parce que tu passes pas de 3 séances réhab par semaine, machin, à direct aller squatter 300, tu vois, il y a une progressivité là-dedans. Comment tu gères ça? Et comment tu sais que ton athlète, bah, c'est OK, il peut remonter les charges progressivement sur le terrain? Alors, comme tu as dit, moi j'ai 99,9% des gens, ils n'arrêtent pas de s'entraîner parce que je veux pas qu'ils arrêtent de s'entraîner parce qu'ils vont se déconditionner trop vite. Par contre, on va adapter l'entraînement. Le plus simple, ce serait de prendre un exemple. Tu vois, imaginons quelqu'un qui a mal à la hanche quand il fait du squat, il a mal sur son squat, juste sur son squat. Et il est en mode power, donc vachement en low bar, etc. Donc une grosse flexion de hanche quand il est en bas de son squat. Il est peut-être intolérant à la flexion de hanche, on va tester ça, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier soit la charge, soit l'amplitude, soit la technique, tu vois, pour maintenir quand même ce pattern de mouvement. Donc peut-être qu'il va faire du high bar, où il aura moins de flexion pendant le temps de la réhab et du coup, il va continuer à progresser, entre guillemets, du moins, il va moins régresser, parce que ça reste quand même moins spécifique que faire du low bar, hein, on va pas se mentir, pendant le temps de la réhab. Donc, il va faire ses séances avec son squat, mais en high bar. Si le high bar, ça passe pas, on va peut-être réduire l'amplitude, mais bon, vu qu'en power, déjà, on est tout juste à casser la parallèle. Si on réduit trop l'amplitude, après, ça va devenir un peu touchy. Pourquoi pas passer sur du front? Parce que le front, il y aura moins de flexion de hanche aussi. Tu vois, et je vais réfléchir en termes de régression comme ça. Une fois que ce mouvement-là, il est bien toléré, en amplitude complète, avec des charges correctes, etc., on va repasser sur le mouvement un petit peu plus dur, sur la progression. Donc, par exemple, si on était descendu sur du front, on va repasser sur du high bar. Si le high bar est bien toléré pendant X semaines, on va repasser sur du low bar et petit à petit, on va essayer de se rapprocher des charges d'avant. Mais en réalité, j'ai pas de méthode miracle. La vraie méthode miracle, c'est le test-retest. Donc en vrai, la personne est test, elle a mal, on modifie. Elle reteste, elle a plus mal, c'est OK. Tu vois, et on va incrémenter vraiment très progressivement, mais on essaye évidemment de limiter au maximum le temps où la personne ne pratique pas le mouvement, parce que sinon, ça pose vraiment problème en termes d'adaptation, en termes de spécificité. On perd beaucoup, beaucoup de gains. Donc, c'est vraiment embêtant. Ouais, non, mais je te rejoins complètement sur ça. Je fonctionne exactement de la même manière. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une progressivité. Souvent, j'ai des athlètes, tu vois, je leur donne une progressivité à suivre. Genre, comme tu dis, tu vois, sur des douleurs de hanche, sur un low bar, bah, tu vas peut-être passer en high, tu vas diminuer l'amplitude, etc., etc. Et des fois, j'ai des athlètes, ils comprennent pas parce que sur leur réhab, en fait, genre dans la vie au quotidien, ils ont plus mal et ils comprennent pas que la progressivité, elle est importante parce qu'ils passent de ah ben j'ai plus mal du tout dans ma vie, donc c'est bon, je vais aller squatter sur mon complift, machin, en amplitude complète, tout ça, et direct, ils se refont mal derrière. En fait, faut bien comprendre, enfin, c'est pas à toi que je l'apprends, évidemment, mais dans un processus réhab, il y a vraiment une progressivité à avoir, et il n'est pas question, enfin, moi, c'est comme toi, mes athlètes n'arrêtent jamais de s'entraîner, sauf cas hyper, hyper rare, mais je crois que c'est jamais arrivé, et je pense que ça arrivera jamais.
Et du coup, à chaque fois, tu vois, il y a un truc de vraiment de progression là-dedans. Enfin, si tu passes de rien à tout direct, si tu passes de je squatte plus pendant une semaine parce que j'ai trop mal et que d'un coup, ah ben ça va et je re-squatte 300 kilos, toute la réhab que tu auras fait avant pendant un mois ou deux, elle aura servi entre guillemets pas à grand-chose parce que tu auras détruit un peu toutes les adaptations que tu auras eues avec la réhab. Donc, en fait, il y a vraiment des stratégies à avoir et on peut toujours continuer de s'entraîner en fait en adaptant les trucs et c'est hyper important et c'est pas au contraire en faisant du high bar, de la SSB, du box squat machin que tu vas te désentraîner au contraire. Carrément, carrément. Et ce qui est important aussi là-dedans, c'est vraiment l'éducation, en réalité. Tu vois, c'est vraiment un gros travail qu'on doit faire, c'est de bien éduquer, entre guillemets, ces personnes, justement, à la gestion de la charge d'entraînement, à ce qui est bon, ce qui est moins bon. Parce que pour nous, ça paraît simple. Tu vois, c'est notre quotidien. On se dit, OK, bon, bah, c'est logique, tu vois, d'augmenter la charge progressivement. C'est logique de faire sa réhab plutôt avant les séances pour s'activer. C'est logique de faire ci, ci, ça. Mais pour le commun des mortels, en fait, c'est pas logique parce qu'ils l'ont pas appris. Nous, on l'a appris. Du coup, c'est devenu normal. Et quand tu sais beaucoup de choses, c'est compliqué de savoir que les autres ne savent pas, tu vois. Et du coup, c'est vraiment très important d'avoir cette bonne éducation vis-à-vis des athlètes pour bien leur expliquer. C'est vraiment super important. Je pense Ouais, que c'est ça qui change la donne. mais ouais, c'est clair. Et après, psychologiquement, c'est hyper dur pour les athlètes aussi de suivre une progressivité dans la réhab, même si tu leur expliques, machin, machin. Parce que enfin, moi, je l'ai vécu parce que j'ai été pas mal blessée. Aujourd'hui, je fais plus de compète, mais j'en ai fait pas mal. Et en fait, c'est super dur de te dire, OK, j'avais un squat à 150. Et là, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, je dois faire du high bar, du box squat, machin. C'est même si tu vois, dans la logique du kiné, machin, le kiné sait que en faisant du squat high bar, je reprends l'exemple de ton squat là, en faisant du squat high bar, tu arrêtes pas de t'entraîner, on est dans un processus réhab, c'est normal, il y a une progressivité et tout. C'est super difficile en tant qu'athlète de te dire, ok, j'ai mon comp lift qui était à 150, j'étais sur une bonne lancée, et là, putain, ça fait un mois, 2 mois que je suis sur un mouvement, sur une variante, tu vois, j'ai l'impression que je progresse pas et tout. Psychologiquement, c'est aussi dur pour les athlètes de vivre ça. Donc, je peux comprendre que, tu vois, des fois, tu es des athlètes qui, ah, j'ai plus mal, ah, bah ça y est, je me mets sur un comp et direct après, bah, bam, ça va de Non, nouveau, tu vois. non, bien sûr, on comprend. Bah, après, enfin, quand tu t'entraînes, tu le sais, hein, parce que t'es forcément un petit peu pareil. C'est comme ça. Enfin, du moins, quand tu es compétiteur, que t'aimes te challenger, etc., ça arrive souvent. Après, la question que moi, je vais souvent poser aux gens, tu vois, ça va dériver un petit peu, mais c'est pourquoi ils font ça? Quelle est la raison? Tu vois, et des fois, ils se sont même pas posé la question et ça leur fait mal de répondre. Parce qu'ils vont te dire, ouais, je sais, je vais pas être champion du monde. Ouais, je sais, je vais pas être champion de France. Ok, mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi le but? Bah parce que j'aime. Ok, moi ça me va comme réponse. Mais si t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pratiquer le plus longtemps possible? Ouais, ok. Donc il va falloir accepter potentiellement de passer par une phase où on va réduire, etc. Mais il faut que la personne elle sache pourquoi elle fait les choses. Tu vois, moi tu me demandes pourquoi tu as fait 6 mois du vélo là. C'était quoi la raison? Bah tout simplement parce qu'on m'avait inscrit à une course de vélo et je voulais pas être ridicule parce que j'aime pas être ridicule. Pourquoi je fais du CrossFit? Parce que j'aime me faire mal. Pourquoi j'ai fait X années de sport de combat? Parce que j'aime le combat rapproché, tu vois. T'as toujours une réponse, mais il faut savoir mettre des mots dessus. Et des fois, les gens, ils savent pas pourquoi ils font. Et les réseaux sociaux aujourd'hui ne nous aident pas vraiment là-dessus parce que ça va être à qui met la plus grosse perf, etc. Alors Ouais. qu'en vrai, enfin, maintenant, des perfs en power, et il y en a qui éclatent des nouvelles tous les jours. Et pour le commun des mortels, ça va être difficile d'aller chercher ces perfs-là. Mais malheureusement, il y a une petite partie d'inconscient qui se dit, ouais, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Oui, ok, ok. Mais est-ce que tu as la même hygiène de vie que la personne qui a fait cette perf? Est-ce que tu as la même génétique? Est-ce que tu as le même background sur ce qu'il a fait avant, qui l'a potentiellement aidé à aller chercher cette perf-là? Est-ce que potentiellement la personne n'est pas dopée? T'en sais rien, tu vois, c'est difficile de savoir. Est-ce que cette personne-là, elle dort pas 12 heures par nuit et toi, tu taffes, tu dors que 6 heures par nuit? Bref, il faut vraiment recentrer les choses. Et moi, j'aime vraiment poser cette question aux gens que j'ai en réhab et où je sens qu'il y a un petit côté, tu vois, j'ai du mal à ne pas faire, etc. Ok, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi? C'est quoi la raison? Et une fois qu'on a touché à ça, je pense que ça débloque pas mal de choses.
Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord et je le vois clairement. Bah, moi, aujourd'hui, j'ai travaillé au début de mon activité avec tout type d'athlètes, de l'avancée aux débutants, tu vois. Mais le truc que j'ai clairement constaté, et c'est pour ça que j'ai augmenté mes tarifs, enfin pas que, mais aussi pour ça. En fait, les athlètes débutants, tu vois, moi, qu'un athlète soit débutant ou avancé, si je dois passer des heures et des heures sur un plan réhab, je m'en fous, je le fais, tu vois. C'est mon taf et tout. Mais ça me prend du temps, c'est mon travail, je me forme, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que les athlètes avancés qui savaient vraiment pourquoi ils faisaient ça, aller chercher un podium, machin, tout ça, eux, ils étaient vraiment impliqués dans les processus réhab et ils allaient vraiment suivre un peu ce que je leur disais, tu vois. On travaillait main dans la main, les retours étaient faits en temps et en heure, tout ça. Et les athlètes plutôt on va dire loisir, tu vois, je fais ça parce que j'ai envie de faire une grosse barre à Fitness Park et c'est tout, tu vois, j'ai pas vraiment d'activité. Ben clairement, ces athlètes-là, eux qui faisaient ça pour une raison qui est pas mauvaise, mais c'est leur raison, tu vois, elle n'est pas assez profonde pour qu'ils s'impliquent en tout cas dans un processus, bah eux, ils s'impliquaient du coup, tu vois, beaucoup moins dans les réhab, etc. Il n'y avait pas vraiment de retour qui était fait et c'est typiquement ce genre d'athlète. euh, qui allait directement pas suivre en fait cette notion de progressivité dans le plan et direct se refaire mal derrière parce que en fait leur raison n'était pas assez forte pour suivre un plan en tout cas carré, tu vois. Et c'est en partie pour ça que bah là on va parler plutôt de business, tu vois, mais que mes tarifs je les ai augmentés parce que en fait un athlète de haut niveau, on va dire, ou en tout cas qui s'entraîne comme, il est vraiment impliqué, tu vois. Quand il se dit, OK, je paye 200 balles pour que mon genou il aille mieux, bah, je m'implique vraiment parce que je sais ce que je veux et parce que bah, j'ai mis de l'argent dedans. Alors qu'un athlète, tu vois, c'est pas rare que souvent on me dise, ah oui, mais tes suivis, c'est un peu cher. Oui, mais en fait, je regarde qui me dit ça. C'est le mec de Fitness Park qui s'entraîne vite fait, tu vois. Et c'est pas du tout étonnant. Quand tu sais vraiment pourquoi tu fais les choses, tu t'impliques dedans de A à Z. Oui, bien sûr. Le tarif est un sélecteur, je vais dire, de personnes, ça c'est certain. Après, au final, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent comme des sportifs de haut niveau, mais qui ne le sont pas et qui n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas forcément faits pour ça ou que c'était pas le moment, tu vois. Je te prends l'exemple du CrossFit. En réalité, hein, moi, je suis plus CrossFit que force, mais forcément, ça se recoupe. Du coup, on a aussi des athlètes de FA. Euh, les CrossFitters, au bout, ils vont s'inscrire au CrossFit. Au début, ça va être dur. Après, ils vont kiffer parce que c'est ultra, comment on dit? Déjà obsessionnel comme sport, addictif. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et ils vont vite se dire, OK, j'ai vu là le mec des Games, il s'entraîne 3 fois par jour. Vas-y, moi, je vais m'entraîner 2 fois. Attends, ça fait 3 mois que tu as commencé le CrossFit. Ces leviers de t'entraîner 2 fois, tu les utiliseras plus tard. Tu les utiliseras plus tard. Ça te permettra de progresser plus tard. Mais les gens, ils veulent vite se mettre à s'entraîner comme des sportifs de niveau. Et il y en a pour qui c'est faisable en termes d'horaire. Tu vois, il y a des gens qui peuvent s'entraîner 2 fois par jour. Mais est-ce que ça sert à ce moment-là? Est-ce que c'est efficace? Pas forcément. Et du coup, bah, au final, les gens pensent que ce qui est bon pour l'élite est bon pour eux. Mais c'est pas le cas. Et après, effectivement, dès que tu commences à parler tarifs, vraiment choses qu'implique le haut niveau et qu'implique une bonne gestion d'une carrière sportive, ah bah là, les gens ils disent ah bah non, ah non, attends, m'entraîner 6 heures par jour, ok, mais payer une réhab 150-200 balles, non, certainement pas. Donc encore une fois, c'est une question de priorité. Tu vois, moi, je suis personne pour critiquer ça, hein. Un prix, ça reste un prix. Les gens, ils n'ont pas forcément les moyens. Après, je pense qu'on se donne les moyens, moi, personnellement, ou pas, hein, pour avoir des choses qui sont plutôt qualitatives. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, on va dire. Ouais, c'est clair. Et sans parler de tarifs, ce que tu disais avant, euh, clairement, en fait, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Tu disais quoi juste avant? Que les gens s'entraînaient comme des sportifs de haut niveau. Oui, oui, voilà. Désolée, j'ai eu un truc. T'inquiète. Ouais, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont cette volonté de s'entraîner 3 fois par jour ou même une fois, mais avec un gros volume, une grosse intensité. Et même si en termes d'horaire, c'est faisable pour eux, il y en a beaucoup, en fait, qui n'ont pas la capacité, en fait, leur corps, il peut pas. Exactement, exactement. Ouais, c'est clair. C'est surtout ça. Tu as des gens qui tolèrent bien le volume, tu as des gens qui tolèrent bien l'intensité. Les meilleurs, ils tolèrent les deux.
Ils tolèrent le volume et l'intensité, c'est ça qui fait l'exception. Il y a des gens qui tolèrent rien du tout. Bon, après, voilà, mais voilà, faut apprendre à se connaître. Moi, je te donne un exemple. Je tolère très bien le volume. Je peux m'entraîner 6-7 heures par jour. Vraiment, c'est vraiment pas un problème pour moi, tu vois, depuis tout petit, parce que je suis conditionné à ça. Nous, les combattants, on s'est toujours entraîné sur des entraînements de 3-4 heures tous les jours depuis qu'on a genre 5-6 ans, tu vois. Donc, en fait, on est conditionné à ça. C'est pas comme un mec qui ferait du foot où il va avoir un entraînement 3 fois par semaine sur 1 heure et demie, 2 heures, et où ça va être intense. Je ne dis pas que les sports de combat, c'est pas intense, hein, loin de là, mais on est habitué à avoir un gros volume. Donc moi, m'entraîner 2-3 fois par jour, franchement, ça me fait limite plus du bien qu'autre chose. Après, est-ce que c'est ça qui me rend bon? Je pense pas. Tu vois, moi, il faudrait plutôt que j'apprenne à tolérer la haute intensité, en termes de charge, hein, évidemment, chose sur laquelle j'ai du mal, mais je pourrais avoir des potes, je te prends l'exemple du gars qui gère ma programmation de CrossFit, Jocelyn. Lui, c'est quelqu'un qui tolère très bien l'intensité, mais vraiment très très bien et pas du tout le volume. Limite, au bout d'1 heure d'entraînement, pour lui, il va être rôti, tu vois. Mais il va pouvoir se mettre la pile sur 45 minutes, vraiment de manière très, très intense, faire monter son système nerveux très haut, chose que moi, je n'arrive pas à faire. Du coup, tu vois, ça dépend vachement des gens. Il faut apprendre à se connaître en réalité. Et les gens, ils sont trop pressés. Le processus, il est long. Le processus, il est long de ouf. Il faut du temps, il faut des années d'entraînement pour apprendre à se connaître. Mais il faut accepter ça. On n'est pas comme les autres en réalité. Chacun est unique là-dessus. Ouais, ouais, c'est clair, il faut tester, voir ce qui marche pas. Et puis, quand tu dis que tu t'entraînais 3 fois par jour, c'est ça? Quand tu faisais du sport de... Non, 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 3-4 heures, je t'ai dit. Non, Ok, pas trois ah oui, fois. oui, oui, pardon, ouais. J'imagine que le jour où tu as Je suis allé à l'école quand même, hein, tranquille, hein. J'imagine que le jour où tu as commencé, tu t'es pas entraîné 4 heures Non, du jour au lendemain. bien sûr Ouais, que non. Non, évidemment que non. Ouais. il y a eu vraiment une progressivité. Et puis, ben, dans la force, c'est pareil, la volonté, elle fait pas tout. Moi, bizarrement, ce que je remarque le plus avec les athlètes débutants, c'est qu'ils ont une volonté de ouf, tu vois, de dire, ouais, je peux Hmm. m'entraîner pendant 5 heures le matin, le soir. Mais en fait, leur corps, il peut pas suivre. Et alors que chez les athlètes de haut niveau, entre guillemets, qui se connaissent, tu vois, ça fait des années qu'ils font ça, etc., ils vont pas te dire, ouais, s'il faut, je m'entraîne toute la journée parce qu'ils savent, tu vois, ce que leur corps, il peut Bien encaisser sûr. comme contrainte. Si je devais faire simple, en fait, les gens qui viennent de commencer, ils ont la motivation, mais ils n'ont pas la discipline et la rigueur. Ouais. Tu vois, et ce qui paye, c'est pas du tout la motivation, c'est la discipline et la rigueur sur le long terme. La motivation, c'est un truc de gens qui scrollent sur Instagram, tu vois une vidéo, tu dis, ouais, ça me motive. Ouais, mais motivation, c'est bon. C'est pas ça qui est important. C'est la rigueur, la discipline. C'est ça qui va t'amener sur le long terme à faire les choses. La motivation, pour les gens qui ont besoin d'être motivés, normalement, tu n'as pas besoin d'être motivé. Si tu aimes ce que tu fais, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Si tu vraiment il y a un but vois, derrière tout ça, il n'y a pas de motivation en fait. La motivation, c'est oh, j'ai la flemme d'aller m'entraîner. Ok, je vais regarder une vidéo motivation. Tu dois faire ça, machin. Ok, vas-y, je suis motivé pour aller m'entraîner. Mais non, mais en fait, pas du tout. T'as pas la flemme d'aller t'entraîner. C'est la discipline, la rigueur. Et c'est comme ça. Et c'est là où on différencie les personnes qui ont un vrai objectif de ceux qui font ça en dilettante ou parce que c'est la mode du moment ou autre, tu vois. Selon moi, hein, encore une fois, hein, c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, tu vois, mais moi, je pense quand même que cette différence entre voilà, façon de faire assez récréative avec un besoin de motivation derrière, c'est un peu light. mais je te rejoins plutôt. Et puis là, en parlant, tu vois, clairement, c'est la motivation qui fait que finalement, tu vas être plus exposé à des risques de blessure parce que tu fais le truc un peu Ouais, n'importe quoi. Ouais, aujourd'hui, je suis déter, je suis hypée, carrément. je vais faire un PR au squat. Mais oui, mais t'étais pas du tout censé faire ça. Donc, clairement, et ouais, bah, de toute façon, c'est la diff hein, chez les athlètes de haut niveau. Tu vois, rigueur, discipline, ils suivent le plan. S'ils ont envie de s'entraîner 3 heures et que leur training, il fait que 1h30, 2 heures, bah, ils s'arrêtent là, tu vois. Ils vont pas aller au-delà parce ils savent clairement pourquoi ils font ça. Ils savent qu'il y a une échéance dans 2 mois, 3 mois. Ils savent clairement. Ok. Carrément. Et je voulais savoir comment est-ce que toi, tu fais en sorte dans les processus rehab, alors on est toujours sur le truc de la progressivité, machin, mais comment est-ce que suite à une rehab, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de récidive derrière? Genre une tendinopathie, clairement, si c'est mal pris en charge, machin, tu peux être sûr que ton mec, si tu as une tendinopathie au cou, tu peux être sûr que tu finis ta rehab, il y a plus rien. 2 mois plus tard, il va faire du close grip, hein, 3 x 12, ça y est, il va avoir mal au coude, tu vois.
tu mets quoi en place pour qu'il n'y ait pas de récidive sur les pathos, sur les douleurs? Comment tu gères ça? En gros, hein, Alors, globalement. déjà, en réalité, j'essaie de faire durer mes rééducations le temps qu'il faut et je m'arrête pas juste au moment où les gens n'ont plus mal à proprement parler, si je pense qu'il y a un risque de récidive qui est important. Tu vois, donc je fais durer le temps qui est indiqué pour telle ou telle pathologie. Comme ça, je suis sûr que c'est plus pérenne dans le temps. Et après, vu que moi, je suis pas juste un Jean-Michel scientifique qui a fait des études et qui ne connaît pas le terrain, je sais que les gens ne vont plus faire leur réhab après. C'est vrai, les gens ils vont plus le faire. C'est la réalité. Tu leur dis, OK, il faudrait continuer tel ou tel exercice. Ouais, ouais, t'inquiète, continue une semaine, après il arrête parce qu'il a plus mal. Normal, parce qu'en fait, on est tous dans ce cas-là. Mais si tu pratiques pas, tu peux pas savoir que tu vas faire exactement la même chose en réalité. Donc, ce que je fais, c'est qu'en réalité, je construis des routines d'échauffement à la fin de mes progs pour que, déjà, d'une, l'athlète, il se sente mieux après la routine d'échauffement en termes de capacité de mouvement et surtout de capacité de performer. Du coup, lui, il va y voir un attrait, il va dire, dès que je fais pas cet échauffement-là, putain, je suis moins bon sur mes barres. Tu vois, où c'est moins fluide, où c'est moins facile. Du coup, il va fusionner les deux et il va garder cette routine d'échauffement pour la suite de sa vie dans mon idéal, hein. En réalité, on n'est pas à 100%, évidemment. Et en fait, dans cet échauffement, j'inclus pour moi des exercices qui sont clés pour éviter, entre guillemets, que la douleur réapparaisse, même si c'est impossible d'éviter qu'elle réapparaisse, du moins pas juste avec des petits exos. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité de dire, ouais, c'est sûr, t'es guéri à 100%, ça reviendra jamais. Par contre, en fait, quand tu mets ça en place, pour moi, selon moi, tu diminues le risque de récidive. Et autre chose que je vais rajouter là-dessus, c'est qu'au final, moi, comme je t'ai dit, je fais beaucoup d'éducation dans mes suivis. Et au final, j'apprends aux gens à être autonomes. Parce qu'en vrai, rééduquer un dos, je dis pas que c'est facile. Loin de là, sinon je vais me faire insulter, mais je dis pas que c'est simple, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas créer un réacteur nucléaire, c'est pas ultra complexe. Donc en vrai, quand on autonomise bien les gens, ils comprennent très vite comment se tester une fois qu'ils ont mal et comment mettre en place quelque chose d'assez efficace très rapidement pour eux dès qu'ils se font mal. Donc en réalité, je les autonomise à vite se prendre en charge si jamais la douleur revient. Et si jamais ils n'arrivent pas à la faire passer tout seul, évidemment, ils me recontactent et on regère ça. Et généralement, ça va plus vite la deuxième fois. Tu vois, mais je réfléchis un petit peu de cette manière. Donc, en gros, déguiser un petit peu des exercices de réhab pour que ça devienne automatique et en plus autonomiser les gens pour, si jamais la douleur revient, comment le gérer au mieux. C'est marrant, enfin c'est marrant, non je ne pense pas que ce soit marrant, mais on fonctionne un peu de la même manière. Moi j'ai mes athlètes que je suis vraiment sur un suivi et progressivement en fait on va diminuer tu vois les séances réhab et à la fin je leur laisse plus qu'une routine à Ouais, c'est faire ça. leur côté et après ils diminuent petit à petit et ils savent qu'ils peuvent reprendre les exercices si jamais il y a une petite douleur qui revient. Donc ouais, on fonctionne un peu de la même façon. Bah, c'est Et parce que tu travailles vraiment, tu vois. Tu travailles vraiment avec des athlètes. Donc, c'est la réalité du terrain veut ça en réalité. ah bah oui, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas donner la même chose à tout le monde, c'est pas possible. Et je voulais savoir, tu m'as dit que ce que tu voyais le plus souvent en power comme blessure, entre guillemets, comme lieu où il y avait des douleurs, c'était épaules, tu m'as dit dos et hanche. Ouais, hanche, plutôt dos, dans l'ordre, plutôt dos, hanche, épaule. Est-ce que tu as Et décelé genou. Je t'ai pas mis genou, mais c'est un peu plus tard. toutes les articulations, quoi? Ouais, cheville, tu vois, il n'y a pas trop de problème. Coude, je t'avoue, moi, j'en ai pas trop. Après, j'aime pas ça, donc forcément, ça piège aussi. J'aime pas les coudes. Vraiment, ça me saoule comme articulation. Poignet, des fois, ils ont des petites douleurs, mais bon, à force de mettre la barre au niveau de T12, quand vous faites du squat, les gars, normal, au bout d'un moment, ça fait mal au poignet. Mais sinon, voilà, mais la plupart du temps, ça va être les trois premiers que je t'ai dit. Ok. Et est-ce que par exemple au niveau du dos, il y a une généralité que tu vas remarquer au niveau de ce lieu de la douleur? Est-ce que tu vas remarquer que les athlètes, ils ont mal au dos parce que, par exemple, c'est la majorité des athlètes qui viennent te voir, ils ont un bracing de merde et du coup, forcément, ils sont pas stables au niveau de la colonne. Est-ce que c'est un truc que tu repères beaucoup? Est-ce qu'il y a une généralité? Ou est-ce que tous les gens qui viennent te voir, ils ont tous des douleurs à ce niveau-là pour des raisons complètement différentes? Ça peut jouer le bracing, par exemple. Après, tu vois, moi, je connais mes limites. Je t'ai dit au début, je suis kiné prépa physique. Je connais mes limites en prépa physique. Et le bracing, c'est une technique que je comprends, que je maîtrise assez bien sur moi. Mais
j'ai du mal à la transférer sur les autres, tu vois. Donc, je me la joue pas apprenti sorcier et à essayer de corriger cette technique-là chez quelqu'un parce que je suis pas sûr de moi à 100%. Tu vois, donc c'est là où elle est ma limite en termes d'accompagnement. Ça, je vais plus laisser gérer la personne qui crée la prog de l'athlète en question. Et du coup, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on travaille main dans la main en réalité. Mais oui, souvent, il y a un petit problème à ce niveau-là, de capacité à être rigide, évidemment. Mais souvent, ce que je vais retrouver, en fait, c'est soit une intolérance à la flexion, soit une intolérance à l'extension. Et pour qui, pourquoi, des fois, ils vont chercher trop d'extension ou trop de flexion. Tu vois, l'extension, ça peut être sur le bench, hein, bien souvent, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont mal au dos au bench, en réalité. Et l'intolérance à la flexion, c'est ça bouge sur un terre, tu vois, un terre ou un squat. Ça, c'est pas bon. Donc, ouais, en réalité, je t'ai dit au départ que c'était plus discal. Mhm. Ouais, Ça semble vrai, tu vois. Ça semble vrai. ok. Et sur les genoux, c'est quoi que tu vas retrouver le plus? C'est Sur plus... les genoux, on va avoir ouais, des tendinopathies patellaires, enfin tendinopathie de l'appareil extenseur plutôt, parce que ça peut être un peu patellaire, un peu quadricipital, ça dépend. Et des syndromes fémoro-patellaires. Syndrome fémoro-patellaire, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le terme fourre-tout pour dire douleur de genou antérieure non spécifique à un tissu en question. Et voilà, hein, souvent c'est un problème de surcharge en réalité, et avec un déficit de mobilité associé de l'étage sus ou sous-jacent. En vrai, y a rien de bien compliqué, hein. Rien de bien compliqué. Ok, ouais, parce que je me demandais du coup si tu checkais, bon, j'imagine que Évidemment, obligatoire. si c'était plutôt par exemple sur des squats, sur des terres, des problématiques au niveau du pied qui se répercutaient du coup sur le genou, vraiment, ou si c'était plutôt, même si tout est lié, tu vois, mais si c'était plutôt la contrainte directe sur le genou qui posait problème sans qu'il y ait de problématiques spécifiques au niveau du pied, tu vois. En réalité, pour le genou, c'est souvent dû à un problème du dessus ou du dessous. Donc, soit pied, cheville, et on oublie bien souvent la hanche, mais souvent la hanche. Après, voilà, une surcharge, c'est une surcharge, hein. C'est Oui, comme oui, oui. ça, mais il y a des choses à régler en dessous et au-dessus, pardon. De toute façon, c'est souvent comme ça, il faut aller checker. Souvent, ce que je dis, alors peut-être pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, des fois, quand tu as mal à une zone, la zone douloureuse, c'est la conséquence d'une problématique qu'il y a ailleurs. Pas tout le temps, mais bien souvent en tout cas, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, encore une fois, hein, tout est lié. Donc, ça joue. Après, voilà, quand tu as quand tu as quelque chose sur une articulation, il y a quand même du taf à faire sur cette articulation, Oui, bien sûr. mais il faut pas négliger le reste, quoi. Mais tu vois, moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est... je travaille un petit peu sur le... Enfin, je travaille sur le structurel, mais pas que. Et souvent, ce que je dis, c'est que, tu vois, là, en ce moment, j'ai un athlète qui a des douleurs au niveau du poignet qui viennent pas du tout de son poignet. Mais ce que je lui disais, parce qu'il me disait, oui, mais je comprends pas si mon truc, ça vient pas vraiment de mon poignet. Pourquoi tu me fais faire des exercices à ce niveau-là? Ben, en fait, ça fait des années qu'il a mal au poignet. Donc, son poignet, il a subi des contraintes qui ne sont pas forcément bien réparties. Il a compensé et tout. Donc, forcément, il faut aller voir la raison de pourquoi tu as mal à ce poignet-là, tu vois. Mais comme ton poignet, il a subi des contraintes auxquelles il ne pouvait pas faire face pendant des années, forcément, il va falloir aussi travailler dessus. Donc moi, je travaille aussi, bah, j'imagine comme toi, tu vois, sur la zone douloureuse. Il y a besoin, parce que c'est la conséquence d'un truc, d'une dysfonction qu'il y a ailleurs. Je travaille sur la base, la base de la problématique, mais je travaille aussi sur la conséquence parce que, genre un genou, par exemple, tu as de l'arthrose au niveau du genou parce que ça fait des années que tu bouges mal, machin, et que tu as un problème de pied, il va falloir travailler sur le pied, mais évidemment sur ton genou, puisque ton genou, bah, tu as de l'arthrose et ça va pas se régler tout seul juste en travaillant sur le pied, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que, tu vois, sur n'importe quelle pathologie du membre supérieur, on va forcément aller checker les cervicales, etc., parce qu'il y a les racines nerveuses qui partent de là. Enfin, ça paraît ultra logique. Mais encore une fois, il faut avoir pratiqué, tu vois, pour comprendre. Et c'est important d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent aussi pourquoi tu leur fais faire ça. Si je peux te laisser une minute, j'ai un livreur. Bien sûr. J'arrive. J'arrive. Ok, retour. Je ne sais plus trop ce qu'on disait, mais du coup, est-ce que tu aurais un... S'il y a des athlètes qui écoutent ce qu'on raconte ou des coachs, est-ce que tu aurais un conseil sur la
prévention du risque de blessure, on va dire si la prévention existe, mais à donner aux athlètes de force qui nous écoutent sur ce que tu vois le plus, toi, de ton côté, dans tes suivis. C'est difficile parce que j'allais dire être fort, mais ils sont déjà forts, tu vois. Mais être fort de manière spécifique. Donc en réalité, je pense, pour faire une grosse généralité, je vais prendre un truc qui est central. Tu vois, je te parlais de la hanche tout à l'heure, je vais reprendre la hanche. Il faut que vous ayez une putain de bonne mobilité de hanche. Pour moi, dans votre sport, c'est crucial. Tu vois, il y a tellement d'autres trucs, ce serait trop réducteur de dire ça, mais c'est vraiment crucial parce que ça va potentiellement vous limiter les contraintes sur le genou, les contraintes sur le dos. Donc déjà, tu vois, on va pouvoir gérer deux articulations en plus de la hanche. Si vous bougez bien votre hanche, et souvent vous avez des gros déficits de mobilité en rotation interne. Donc essayez de bosser votre rotation interne de hanche. Voilà, c'est très simple. Je te donne une mini recette comme ça, mais voilà. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire, alors ça va être très général, tu vois, tu vas peut-être être d'accord ou pas, mais la spécificité, c'est hyper bien. De toute façon, si tu veux être fort au squat, faut faire du squat, tu vois. Tu vas pas faire C'est sûr. du leg extension pour être fort au squat. Mais j'aurais tendance à dire que déjà, la technique est hyper importante en termes d'efficience, machin, mais pas que, tu vois, parce que du coup, le conseil que j'aurais à donner, c'est mettre un maximum de variabilité, bien le faire, tu vois, tu vas pas le faire sur un bloc qui te tire vers une compète, mais en tout cas, dans le hors-saison, quand tu es pendant plusieurs mois sans avoir de compète, mettre un maximum de variabilité parce que je me rends compte de mon côté que les athlètes qui sont hyper spécifiques, qui font que du complift en fait toute l'année, toujours avec la même stance, etc., etc. Le jour où en fait de leur côté il va y avoir un petit truc, tu vois, genre ils vont pas forcément prendre la barre au centimètre près, il va y avoir un décrochage au niveau du bracing, etc., etc. Ben c'est ces athlètes-là qui s'acharnent à être techniques toute l'année, à faire du complift toute l'année. C'est ces athlètes-là qui vont être plus sujets à avoir des blessures plutôt que les athlètes qui vont mettre de la variabilité, faire passer sur un sumo pour changer un petit peu les contraintes, qui vont faire du Jefferson Curl progressivement, etc. C'est ceux-là, en tout cas, de mon côté, où je détecte qui, en fait, ont le moins de blessures par rapport aux athlètes qui sont hyper spécifiques tout le temps, tout le temps. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, je dirais de mettre en place de la variabilité, de bien le faire, tu vois, mais la variabilité, ça va préparer ton corps en fait à être prêt à affronter un peu tout, tu vois. Ouais, je suis plutôt d'accord parce qu'au final, à être ultra spécifique, t'es désadapté à tout le reste. Et en vrai, dans la vie, certes, tu t'accroupis pour ramasser un truc par terre, mais bon, le squat et le deadlift, t'en fais pas forcément H24 et du bench encore moins. Donc, t'es adapté à ça, c'est cool, t'es fort là-dessus, mais dès qu'on te demande de faire autre chose, t'es désadapté et tu prends des risques, tu vois. Donc, ouais, carrément. Et pour reprendre un petit exemple concret, j'ai travaillé avec un athlète qui s'était fait c'était un athlète de haut niveau, enfin il n'était pas haut niveau, mais il était comme tel, tu vois, il faisait pas partie de l'équipe de France, mais il faisait les championnats d'Europe, du monde et tout. Et un jour, il me contacte parce que il s'était fait super mal au dos. Alors, je lui demande comment il s'est fait ça, tu vois. Et il me dit, bah, en fait, j'ai déménagé et j'ai déplacé ma machine à laver. Et il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai un terre à 280 et ma machine à laver qui pèse que dalle, je me fais mal en la déplaçant. Je ne comprends pas. Et en fait, c'est un athlète qui faisait toujours du complexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je lui dis, mais faut pas t'étonner parce que tu es toujours habitué à faire du sumo tous les jours pour schématiser, tu vois. En tout cas, 365 jours sur 365 jours, il faisait rien d'autre que du squat, bench, terre, allez, un exo de tirage et c'est tout. À chaque fois, il faisait son mouvement technique de ouf. Et bah, le jour où le mec il veut soulever une charge sur un objet qu'il n'a pas du tout l'habitude de déplacer avec une flexion lombaire, machin, machin, il se fait mal alors que bah putain, il a un terre à presque 300 kilos. Bah ouais, mais c'est pas étonnant parce que comme il est hyper spécifique tout le temps, le jour où il soumet son corps à d'autres contraintes, bah bam, il se fait mal en fait. Et c'est pas du tout étonnant. C'est clair. Mais tu vois, je te prends un exemple qui est pas opposé, mais qui est encore différent pour imaginer les choses. Moi, j'ai un de mes potes qui est bodybuilder pro, donc il fait Olympia. Hein, c'est vraiment le meilleur bodybuilder français. Il fait Olympia, voilà, il est top 20 mondial.
évidemment, il y a ce qu'il faut à côté, vous vous en doutez bien, 1m79 pour 130 kilos, donc forcément, voilà. Mais en fait, lui, sa vie, c'est un calvaire. Sa vie, c'est un calvaire parce qu'il se met la misère à l'entraînement. Il est capable de se mettre le focus, de se mettre la misère à l'entraînement, etc. pour prendre du muscle. Il va manger 8 fois par jour pour prendre du muscle, mais tout le reste, c'est un enfer. Il marche 400 mètres, il est au bout de sa vie. Parce que, évidemment, si on fait juste un IMC ou tu vois, quelque chose qui serait décorrélé de sa masse musculaire, évidemment, mais il est en obésité morbide. Ça, c'est certain. Il ne peut pas prendre les escaliers parce que ça le fatigue trop. Mais lui, c'est quelqu'un de très intelligent. Il vit pour ce sport, pour l'instant, pour la perf, pour se montrer qu'il est capable de faire les sacrifices, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui, malgré sa masse musculaire exceptionnelle, etc., est adapté au reste. Il est adapté au bodybuilding et c'est tout, en fait, tout simplement. Mais tout le reste, il est désadapté. Donc sa vie, c'est une galère. Quand il est en prépa, sa vie, c'est une galère. Quand il est en off-saison, il peut perdre un peu de poids et du coup, tout devient un petit peu plus simple, donc c'est cool. Mais encore une fois, voilà, le sport à outrance, quand c'est ultra, ultra spécifique, le transfert dans la vie de tous les jours, il est faible. Après, il vaut mieux faire ça que de rester dans son canapé à manger des chips, tu vois. Ça, Oui, c'est clair. Et je le après, répéterai tout le temps, mais voilà. oui, et après, encore une fois, le sport santé, c'est pas du sport performance et inversement. Exactement. Performance, il faut, encore une fois, savoir pourquoi tu fais les choses. Et en tout cas, je ne sais pas comment tu travailles, mais alors je travaille très peu avec des personnes qui font pas vraiment de sport, tu vois, mais en tout cas, je vais pas gérer la réathlée d'un athlète de haut niveau de la même manière que quelqu'un qui fait du sport un petit peu en salle pour sa santé. Avec un athlète, par exemple, de haut niveau, des fois, sur des réathlées, on me contacte et le mec, il a une compète dans un mois et demi, tu vois. Ben, des fois, sur les processus réhab, machin, il va falloir accepter de travailler avec une certaine douleur, etc., tolérable évidemment, Mhm. alors que des fois, avec quelqu'un qui n'a pas du tout d'objectif de compétition, là, il va y avoir une tolérance presque zéro, tu vois. Il faut accepter de se dire, bon, ben, je te tire vers la compète, ok, il va y avoir de la douleur, ok, on va essayer de la réduire au maximum, de faire en sorte que tu puisses t'entraîner au mieux. Après, peut-être qu'il va falloir mettre le focus sur la réhab, machin, machin, parce qu'on aura tiré, etc. Mais avec une personne qui fait pas de compétition, qui n'a pas d'objectif de podium, tout ça, qui fait du sport un peu pour elle, là, on va plus prendre le temps, tu vois, de faire les choses. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Et c'est sur un continuum, au final, tu vois, sport santé, sport performance. Il faut savoir pourquoi tu fais le truc, mais l'un n'est pas l'autre. Exactement. Je suis bien d'accord. Ok, bah écoute, on va conclure. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait C'est une petite heure, ouais. 1 heure. Bah c'est cool. Tu vois, il y a toujours des choses à dire, hein. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oh là, le mot de la fin, je sais pas, je pourrais te dire plein de trucs. T'as pas un dernier sujet? Un dernier sujet? Euh, je sais pas. Un conseil retour de blessure, c'était pas mal. Écoute, un conseil prophylaxie, c'était pas mal. Ah, je veux pas trop qu'on s'étale, mais tu m'as dit que les athlètes, tout ce qui était mobilité de hanches, machin, machin, c'était à travailler Mhm. sur la prévention. Je voulais juste, si on pouvait faire un mot sur le travail de mobilité, parce que moi, je l'utilise, j'ai une formation FRC et tout. Et moi, j'ai des formations en ligne pour aider les coachs, machin, à améliorer leur suivi sur le plan de la réathlée. Et en fait, je me bats avec tous ces coachs qui ont vu passer 3 trucs sur les bienfaits des rotations articulaires, des PayRail et qui les utilisent à tout va. Et ça me rend ouf parce que c'est pas genre le truc magique. Et j'ai vu que tu en avais parlé un peu sur Insta. Et du coup, je voulais avoir un peu enfin réavoir en tout cas ton avis sur ça, parce que moi, en tout cas, ça me rend ouf de me dire, surtout moi qui travaille avec les réflexes archaïques, la respiration, des trucs qui sont vraiment de base, tu vois, genre si tu t'acharnes à vouloir faire du renfort spécifique, du travail spécifique sur un shift au squat ou des douleurs sacro-iliaques, avec ce travail de mobilité de type FRC, ça va peut-être pas marcher pour tout le monde parce que peut-être que ce mec a un shift, c'est parce qu'il a un réflexe spinal de galant et que ça va pas et qu'il va falloir travailler sur la base, machin, machin. Et c'est pas adapté à tout le monde, en tout cas pour moi. Et ça me rend ouf de voir que tout le monde utilise ah, t'as des douleurs de coude, ben fais FRC. Ah, t'as mal au poignet, ben fais FRC. Ah, t'as mal là, fais FRC. C'est très bien, il y a plein d'avantages de travailler
sur ce modèle-là, mais c'est pas adapté à tout le monde, ça me rend ouf et je voulais avoir un peu ton avis, entre guillemets. Alors, pour recontextualiser un petit peu, un des premiers à avoir fait FRC, avoir suivi FRC en France, c'est Fred Cossé, je sais pas si je pense que tu connais. Oui, oui, je le... Euh, je pense que tu connais Fred. Et Fred, c'est quelqu'un qui prend plein d'outils partout et qui est très intelligent. Enfin, c'est un excellent kiné et qui utilise les bons outils au bon moment. Tu vois. Donc, lui, il en parlait à l'époque. Il mettait en avant ça parce que c'est vrai, franchement, c'est une formation qui est archi intéressante. On va pas mentir, hein. Dans la réflexion, c'est très américanisé. Bon, même si Spina, il est canadien, mais très américanisé. Donc, tu as tout dans des boîtes et tu sors les outils au bon moment pour la bonne personne. Ok, pas de problème. Nous, on l'a fait très peu de temps après. Pareil, on fait partie des premiers à l'avoir fait. Et pareil, on s'en est servi beaucoup au début parce que nous, quand on fait une formation, bon, il y a un moment, on faisait une formation par week-end, donc c'était un petit peu compliqué à mettre en place, mais quand on fait une formation, on essaye de la mettre en place à fond, à fond, à fond pour voir si dans notre pratique, la façon dont on l'utilise, etc., ça fonctionne. Parce que on l'utilise évidemment pas de la même manière que la personne qui l'a créé, parce que tu es toujours biaisé par ce que tu fais, etc. Donc, c'était cool. Et puis, après, il y a une mode qui est arrivée sur FRC. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des exercices qui sont ultra Instagrammables. Tu vois, c'est stylé. En vrai, c'est stylé, tu vois des gens faire des rotations de hanches, machin, tu te dis, ouais, c'est beau et tout. Les gens qui sont chez FRC, ils sont très mobiles. Est-ce que c'est parce qu'ils ont suivi un protocole FRC? J'en sais rien. Tu vois, je pense que c'est des gens qui étaient mobiles de base, qui ont évidemment poncé le truc, donc ça a augmenté leur mobilité, etc. Et du coup, ça rend le truc vachement sexy. Et les gens se sont dit, non, mais c'est lourd, c'est une pilule magique ce truc FRC là, je vais faire FRC et après je vais être trop chaud en mobilité. Et après, il y a des gens, c'est des gros moutons, tu vois, ça c'est un truc qui est très, très propre à la France. Quand quelqu'un fait quelque chose et qu'ils admirent la personne, ils vont faire la même chose. Et après, tu as des gros copieurs aussi qui prennent une formation, qui la traduisent et qui en font un business. Et du coup, tout le monde se dit, oh, ben c'est incroyable. C'est incroyable, il a réinventé la poudre. Non, c'est juste un ou des copieurs qui n'ont aucune inventivité et qui copient les choses pour les rendre digérables par le commun des mortels, à savoir les moutons qui aiment bien suivre la mode. Donc en réalité, FRC c'est très bien, mais c'est un outil parmi tant d'autres. Et évidemment, ce que tu as dit, ça paraît logique. Un piles rise, ça va soigner personne. Un piles rise, c'est juste un putain de contracté relâché avec une contraction des agonistes. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste qu'ils l'ont normé parce que, encore une fois, c'est des Américains et les Américains, enfin, c'est des Canadiens, mais les Nord-Américains, ils aiment bien tout mettre dans des boîtes pour que ce soit facile d'utilisation. Des rotations articulaires contrôlées, il n'y a rien de ouf. Et quand ils vous disent, ouais, ça explore la capsule, machin, les afférences, ça, on n'en sait rien parce qu'il y a zéro étude dessus. Certes, les rotations mettent en tension la capsule, mais je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, ça active plus Patini, Ruffini, etc. On n'en sait strictement rien. Donc arrêtez de répéter des choses que vous avez vues et qui sortent de nulle part en réalité. C'est cool des rotations articulaires contrôlées, mais c'est pas un outil thérapeutique en soi. C'est un outil dans une grosse réflexion de déficit de mobilité, de déficit de contrôle moteur, etc. Bref, ce que tu veux. Mais c'est pas un truc qui va soigner les gens. Et malheureusement, les gens, ils font l'amalgame. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui avait mal, je sais pas, à l'épaule. Il a fait des CARS et puis il a plus mal. Non, mais il n'y a aucun rapport, en fait. Il n'y a aucun rapport. C'est juste que les CARS faisaient partie de sa routine. C'est pas ça qui l'a soigné. Et en fait, en plus de ça, à FRC, on l'a réduit aux CARS et aux pile rise, sachant qu'il y a 1 milliard de trucs après et que Spina, son concept de base, c'est que si la contrainte est supérieure aux capacités du tissu, tu vas te faire mal. Si ta capacité elle est largement supérieure à ta contrainte, tu vas être préventif, entre guillemets. C'est ça le concept de base. C'est pas les... On n'a pas vraiment, c'est une très bonne formation que j'invite les gens à faire. Le problème, c'est juste la manière dont les gens l'utilisent. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Pareil, on pourrait dériver sur un truc un peu plus social. Les réseaux sociaux, c'est très bien. C'est un très bon outil, c'est magnifique. Les réseaux sociaux, ça connecte les gens, tu peux faire des choses incroyables comme on fait, etc. Mais c'est aussi négatif parce que les gens ils vont passer 6 heures dessus par jour à se comparer à telle ou telle personne. Pareil, c'est un bon outil, mais certaines personnes n'en font pas la bonne utilisation. Tu vois, donc encore une fois, j'ai pas d'avis négatif sur FRC, au contraire, c'est une formation que je recommande. J'en ai même fait une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique en détail ce que j'en pense. Mais il y a trop de moutons qui suivent le truc à la lettre sans réfléchir, tu vois. C'est juste ça le problème. C'est que c'est comme ça pour toute façon. Mais moi, Exactement. en tout cas, je le vois beaucoup.
bah, moi qui ai des formations en ligne, bah, j'en ai une où ça va parler des réflexes archaïques, de la mobilité et tout. Mais en fait, à chaque fois, je mets vraiment la nuance sur le fait que tout ça, c'est des outils. Et déjà, c'est pas en prenant un truc, genre, c'est pas en travaillant sur un réflexe archaïque que tu vas régler le problème. C'est pas en faisant un pale drive que tu vas régler le problème. Il faut toujours savoir pourquoi tu fais les choses. Et comme tu dis, en fait, moi, ça me rend ouf de voir que des fois, tu as des mecs, ils vont donner à quelqu'un des rotations articulaires, des pale drives au niveau de l'épaule, alors que le mec, il s'est fait une luxation de ouf qui peut pas bouger. On va lui dire non, non, mais force, on va redonner de l'espace pour bouger. Bah ouais, mais ça marche pas comme ça. En fait, tout n'est pas adapté à tout le monde tout le temps pour n'importe qui et n'importe quoi. Donc, Exactement. bah, je suis contente d'avoir ton avis aussi dans cet échange parce que vraiment sur les réseaux, enfin pendant un temps, j'avais l'impression que ça me rendait ouf de voir les gens dire expert en réhab, machin, alors que les mecs, ils ont fait un BP et c'est tout, tu vois. Et juste, ils ont acheté une formation vite fait de mobilité sur Internet et ça y est, ils ont l'impression qu'ils peuvent tout régler parce que sur le papier, en théorie, c'est bien, c'est adapté à tout le monde, c'est génial. En fait, non, ça marche pas comme ça. Ah bah, clairement pas. Clairement pas. Mais encore une fois, hein, pour moi, c'est une histoire de manque de réflexion, pas envie de réfléchir. Je prends une méthode, je l'applique bêtement. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais l'être humain, il n'a pas envie de se casser la tête des fois, hein. Donc, il copie et puis Ouais. voilà quoi. Et je trouve ça horrible parce que on a quand même, enfin, en tant que coach, kiné, machin, on a quand même des êtres humains entre les mains, tu vois, et clairement, tu peux détruire. Alors, t'es pas chirurgien, t'as pas le risque de tuer quelqu'un, mais tu peux détruire la carrière d'un athlète, etc. En faisant mal les choses, ça peut être beaucoup plus négatif que positif ce que tu mets en place des fois, hein. Si c'est mal fait, franchement, Bien sûr. c'est abusé. Nous, on apprend primum non nocere, donc d'abord ne pas nuire à la personne. Et après, déjà, si tu nuis pas à la personne, c'est pas mal. Après, il y a toute une question d'ego aussi parce que enfin, par exemple, comme toi, tout à l'heure, tu disais que tes compétences s'arrêtaient là, que tu pouvais pas aller plus loin en termes de kiné, prépa physique. Moi, c'est pareil, je travaille avec pas mal d'outils, mais il y a des trucs que je ne gère pas et j'ai aucun problème à dire à un athlète, bon, bah voilà, je te réoriente vers, bah d'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai réorienté un athlète vers Praxéo, tu sais, vers Fred Kos, machin. Ouais, Et j'ai aucun problème à dire, bah, j'ai pas les compétences pour ça, je te réoriente. Et j'ai l'impression que c'est super compliqué, notamment chez les coachs qui commencent, tu vois, à coacher, qui sortent de leur école. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu se sentir les meilleurs dans tout et ils ont beaucoup de mal à dire, là, j'ai pas les compétences pour ça. Et donc, ils prennent quand même en charge la personne et ça marche pas et ça traîne, tu vois. J'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc d'ego, bah, c'est compliqué de dire j'ai pas les compétences pour ça, tu vois. bah, c'est l'effet de Kruger qui est réel ou faux, hein, mais en réalité, moins tu as d'expérience, plus tu penses que tu es chaud, et plus tu as d'expérience, plus tu sais qu'en fait, il y a une multitude de choses que tu ne sais pas. Donc, voilà, tu restes humble vis-à-vis de ce que tu maîtrises. Et en fait, tu as développé une expertise. Tu as développé une expertise. Ça ne veut pas dire que tu sais tout. Ça veut dire qu'il y a certains points sur lesquels tu es voilà, assez confiant. Mais il y a surtout plein de points, enfin beaucoup plein de points, ça va pas trop se dire, euh, où tu sais que tu sais pas. Et du coup, tu assumes de pas savoir et ça te libère d'un poids. Et au moins, c'est OK, tu vois. T'es pas là à survendre des choses alors que t'as pas la réponse. Ouais, c'est clair. Et je vois ce que tu dis, mais c'est carrément vrai. Je me souviens que quand je suis sortie de la fac, alors j'avais mon diplôme complètement de base, tu vois, et je me rends compte aujourd'hui que c'est ce qui me sert le moins. Enfin, au niveau légal, du coup, ça me sert, mais sinon, c'est ce qui me sert le moins. Et j'avais l'impression d'être hyper calée dans mon domaine et tout. Et après, quand j'ai commencé à me former, j'ai fait plein de formations, je les compte plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus je me forme, moins je connais de trucs. C'est un truc de C'est ouf. ça, mais c'est ça. C'est ça. Ou en fait, au bout d'un moment, quand tu fais des formations, tu as 90% de la formation, tu te dis, OK, ça confirme le fait que ce que je fais, c'est bien, que je suis sur la bonne voie. Il y a 5% de la formation, tu n'en as rien à foutre, ça t'intéresse pas. Et il y a 5% où tu apprends des nouvelles choses. Et tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et au bout d'un moment, tu arrives quand même à un espèce de plafond de verre où c'est difficile d'apprendre de nouvelles choses quand vraiment tu as poncé un sujet. Après, c'est juste ton expérience de terrain qui va, toi, t'apporter de nouvelles choses, de nouvelles réflexions, etc. Ouais, c'est clair. Et puis après, ben, de toute façon, tu peux pas tout connaître, hein. Sur l'humain, c'est genre impossible. Et c'est pour ça que ben, toi, tu me disais que tu travaillais de pair avec eux, les coachs, les prépas physiques.
Mais moi, c'est Mhm. pareil, en fait. Il faut se dire, bah, ok, t'es coach, t'es kiné, mais t'es pas chirurgien, t'es pas psy, t'es pas, si t'es coach de muscu, t'es pas prépa physique de foot, etc. Il faut accepter que toutes les professions, elles vont, en fait, de pair ensemble quand tu travailles avec un humain, quoi. Ouais, carrément. Ok, bah, on va finir sur ça. Ça me va, hein. On s'est éloigné un peu de la blessure et du power, mais c'était cool. Bah, écoute, Thomas, je suis vraiment ravie de t'avoir eu pour cet échange. C'était hyper intéressant, hyper cool. Merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je vais conclure la vidéo sur ça. Merci à tout le monde pour votre écoute. Et vous pouvez retrouver Thomas, du coup, sur Training Therapy sur Instagram. C'est ça. Sur Insta, sur YouTube, partout, vous tapez Training Therapy, c'est facile à trouver. Allez, salut! Salut tout le monde.